Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Max. Bonjour Max, Salut Yo, comment ça va? impeccable, je suis ravi d'être avec toi cet après-midi, c'est un plaisir, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et bon, donc là, on va partir du coup sur un podcast un peu plus axé préparation physique. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, parler un peu de ton parcours et nous dire un peu ce que tu fais actuellement maintenant dans le monde du sport. Ok, je m'appelle Maxence Pontus, je me fais communément appeler Max Physiosport sur les réseaux sociaux. J'ai 30 ans et j'ai œuvré dans le sport avec divers sportifs dans plusieurs disciplines, mais j'ai plutôt axé ma carrière, en tout cas actuellement, dans le football, principalement dans des clubs, notamment au sein de l'Olympique Lyonnais, club dans lequel j'ai travaillé pendant 4 saisons, de 2018 à 2022, et où j'ai pu connaître la joie de euh, gagner, parce qu'on a gagné notamment cette Coupe Gambardella en 2022 avec cette génération 2004-2005. Et c'est vrai que gagner un match, c'est toujours top, mais gagner une compétition, un championnat, une coupe, c'est véritablement palpable et c'est des souvenirs qui sont gravés à vie. Aujourd'hui, je travaille dans un autre club emblématique de Ligue 1, mais c'est véritablement tout récent. Donc voilà, et je suis également hôte d'un podcast, le Squat de la Performance, qui me permet d'échanger avec, comme toi, avec des professionnels du sport et de la santé, dans le but en fait de montrer aux sportifs qui sont les professionnels du sport et de la santé, qui peuvent les accompagner, mais surtout comment. D'accord, ok. Et donc, tu travailles avec l'équipe de Ligue 1 de Lyon, avec les professionnels ou avec des catégories en dessous? Non, avec l'académie, donc Ok. de U17 à U19. Ça m'a permis, donc, pendant 4 saisons, de suivre l'entièreté d'une génération, notamment cette génération 2004-2005, avec qui je les ai vus rentrer au centre de formation et puis finir leur parcours académique par cette belle victoire. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir les suivre. Et du coup, je guette tout ça de l'entièreté de ces sportifs pour voir comment ils évoluent. Ok, d'accord. Et du coup, tu interviens en tant que prépa physique ou parce que si je dis pas de bêtises, tu es aussi kiné? Ouais, exactement. C'est vrai que dans ma présentation, je ne l'ai pas dit, je suis kiné du sport et préparateur physique. En club, je suis essentiellement recruté pour mes compétences en tant que kiné du sport, mais disons que j'ai développé des compétences via des certifications, notamment des certifications anglo-saxonnes, dans le but de me développer sur ce suivi véritablement holistique de l'athlète, parce que j'étais frustré d'avoir cette carte uniquement curative de la kinésithérapie, comme on peut le percevoir en France, de voir le sportif uniquement quand il est blessé, alors qu'un sportif, pour moi, doit être vu de A à Z et avoir cette vue d'ensemble, je dirais déjà sur une saison, bien évidemment, mais également sur l'entièreté d'une carrière. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as fait le parcours classique STAPS ou alors, parce qu'en général, quand on rencontre des prépas physiques, en général, ils sont passés par STAPS. Est-ce Ouais, que tu as fait ce parcours ou alors tu as fait kiné et tu as passé justement des diplômes? ouais, Et quel exactement. diplôme d'ailleurs aussi? Exactement. En fait, je suis passé par le parcours universitaire, mais via la kinésithérapie. Et puis après, des diplômes en kinésithérapie du sport divers et variés. Je me suis
développé dans plusieurs compétences, dont celle des vitesses multidirectionnelles dont on parlera aujourd'hui. Et puis, sinon, j'ai pu faire des certifications type Exhaust, type FRC, développer aussi le mentorship avec Kevin Ferreira, qui est véritablement une pépite. Et puis aller voir des compétences également avec mes collègues comme Rémi Lancou et Nardo Mostefa. Voilà, aller voir différents professionnels qui ont fait, eux, le travail de centraliser des données, de clarifier des situations comme celles qu'on va voir aujourd'hui, qui ne sont pas forcément très claires pour tout le monde, mais voilà, pouvoir accompagner les sportifs au plus haut niveau. Ok. Et puis, ouais, du coup, on va parler de plusieurs qualités physiques aujourd'hui. Donc là, tu nous as parlé un peu de ton parcours. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes, notamment les certifications qu'on peut passer, comme tu l'as mentionné, qui peuvent être vachement complémentaires au diplôme de licence ou de master. Et donc pour c'était un peu les qualités physiques qu'on va parler, dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y aura la vitesse, tout ce qui va être accélération, changement de direction, voilà, tout ce qui est multidirectionnel. Et Exact. on va passer un peu aussi sur les qualités de coordination, d'agilité, vivacité aussi. Et tout ça, c'est des termes qui peuvent peut-être embrouiller un peu l'esprit. Donc, je vais te demander de clarifier un peu tous ces termes et voilà, pour que les personnes comprennent bien de quoi on va parler par la suite. Ouais, c'est vrai que tu as parlé de vitesse multidirectionnelle. Ça, pour moi, c'est la base. C'est qui va te permettre de comprendre l'entièreté de ces termes. On peut parler donc de vitesse linéaire, qui vont être tout simplement l'accélération et le top speed, le sprint. On va avoir forcément, quand on parle d'accélération, on parle aussi de décélération. On parle également forcément de changement de direction, qui sont des qualités maîtresses dans le cadre du sport. Et si on parle de changement de direction, eh ben, on est obligé à un moment donné, et je l'expliquerai plus en détail par la suite, de parler d'agilité, mais qui sont deux termes qui sont proches, mais avec une nuance qu'on apportera. Et puis également tout ce qui va être sprint en courbe, parce que malgré tout, le sprint, comme on peut le voir avec un athlète comme Usain Bolt, finalement, retrouver ces qualités-là dans le sport collectif, c'est tout autre. On l'a vu d'ailleurs quand il a commencé à jouer au football, ses qualités de vitesse étaient intéressantes. Pour autant, elles étaient contextualisées dans le chaos du sport, dans le chaos d'un sport collectif. Et forcément, les demandes étaient complètement différentes. Donc ce sprint en courbe est aussi une autre qualité à développer chez les sportifs. Ok, donc ouais, c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que la vitesse, on a tendance tout de suite, ça nous vient en premier, la vitesse, le sprint, comme tu l'as Mhm. dit. Mais c'est vrai qu'on a aussi les sprints en courbe, tout ça, changement de direction aussi. Et du coup, pour l'agilité, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est l'agilité et comment elle interfère avec les autres qualités physiques? Ouais, en fait, il y a beaucoup de confusion avec ce terme-là, parce que quand on parle d'agilité, quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que l'agilité? Déjà, je pense que les auditeurs peuvent mettre pause et se questionner sur ce qu'est l'agilité, ce qu'est l'agilité pour eux. Et souvent, ils vont avoir une perception que c'est cette capacité à se mouvoir rapidement. Et donc, quand on pense à ça, on va voir un petit peu ce qu'on peut retrouver sur certains terrains, sur les réseaux sociaux, etc. Et notamment des athlètes qui vont utiliser notamment des échelles de rythme à bouger très rapidement, etc. Mais quand on parle d'agilité et qu'on pense à cette notion-là, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est véritablement intéressant d'un point de vue performance de bouger rapidement de cette manière-là? Et chacun y verra, pourra se poser la question à ce sujet-là. Mais je pense que si c'était le cas, en fait, les joueurs de claquettes, les danseurs de claquettes seraient des grands athlètes. Et sûrement dans leur discipline, mais peut-être moins sur un terrain de football, de rugby ou que sais-je. Quand on parle d'agilité, finalement, le prérequis, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure dans la présentation, on va dire, du podcast, c'est qu'on pense forcément à changement de direction.
Un changement de direction, c'est cette capacité de réorientation et de la changement de trajectoire d'un athlète, de l'ensemble du corps de l'athlète vers une autre direction. Sauf que dans un changement de direction, on va contextualiser le propos, on va planifier l'exercice qu'on va donner à notre athlète. Donc, on lui donne un contexte. Forcément, les données qu'il va falloir travailler au préalable, ça va être la capacité d'accélération, la capacité de décélération et la capacité de transition. Parce qu'un changement de direction, c'est tout ça. C'est une accélération suivie d'une décélération, une transition qui va être différente avec une angulation qui va être, une stratégie pardon, qui va être différente en fonction de l'angulation, puis une réaccélération. Donc, quand on a dit tout ça, on se dit quelle est la différence avec l'agilité? Finalement, c'est la même chose, sauf que l'agilité est dans un chaos et va répondre finalement à un stimuli qui va être auditif, qui va être visuel ou kinesthésique, c'est-à-dire tactile. Et ça, finalement, c'est deux choses qui sont complètement différentes parce que l'agilité est finalement une vitesse qu'on appelle contextuelle. Donc, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a une notion d'environnement à prendre en compte dans cette notion d'agilité. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais des exemples concrets dans le foot, par exemple, pour illustrer un peu tes propos, pour que les auditeurs aient une image en tête, tu vois? Ouais, en fait, j'aime bien donner de montrer la vidéo d'Arsène Wenger. C'est une vidéo qui ressort beaucoup ces derniers temps, mais qui date d'il y a quelques années. Il me semble qu'il était encore entraîneur à Arsenal et qui expliquait en fait qu'il avait fait entrer une université norvégienne au sein du centre d'entraînement des Gunners. Et l'objectif de cette étude, c'était de mettre des caméras et d'observer les capacités en fait radar entre guillemets des sportifs, des footballeurs, avant de recevoir le ballon. Parce que un footballeur, c'est plusieurs qualités. C'est la maîtrise du ballon, mais ça, c'est de l'ordre du technique. Et bien que j'ai été footballeur, ce n'est pas quelque chose où je suis spécialiste dans cette maîtrise-là. Par contre, c'est aussi la perception de son environnement, donc cette capacité d'analyser visuellement et de prendre l'information. C'est justement d'être capable derrière d'anticiper suite à cette prise de décision et de créer une action. Et finalement, c'est continuellement ça. Et pour revenir sur cette histoire qu'il a mis en place avec cette université, ils se sont rendus compte qu'un bon joueur de football, sur les 10 secondes qui précédaient la réception du ballon, il allait se passer 4 à 6 fois, le joueur allait prendre de l'information 4 à 6 fois. À l'inverse, un excellent joueur de première ligue prenait l'information 6 à 8 fois sur les 10 secondes qui précédaient la réception du ballon. Donc presque toutes les secondes, le sportif allait travailler, allait prendre l'information, avoir un effet radar grâce à la motilité des yeux, grâce à la mobilité cervicale, à sa position dans l'espace, pour savoir comment se situe finalement l'ensemble des 21 autres acteurs du match, savoir lui comment il se situe dans l'espace et également, bien évidemment, le ballon, etc. D'accord. Ok, ok. Et donc, du coup, ça, c'était plus pour l'agilité, c'est ça? Exactement. L'agilité, finalement, c'est un changement de direction, mais avec cette notion de réponse à un stimuli. D'accord. Donc, en gros, comment dire? Un changement de direction, c'est vraiment, par exemple, je vais d'un point A à un point B et du point B à un autre point. Et, Exactement. et être agile, ce serait la même chose, mais avec des stimuli en plus. Donc, finalement, c'est plus spécifique à une activité. Complètement. En fait, le changement de direction est un prérequis à une bonne agilité.
D'accord? Ouais, voilà. C'est-à-dire que pour savoir si le changement de direction est correct et avoir des prérequis qui sont bons, on va faire des tests. Je pense que tu dois connaître des tests comme l'Illinois, le T-test, le L-drill, le Ouais. 505. C'est tous des tests qui permettent de voir comment l'athlète se mouvoit sur un changement de direction. Il y a aussi un test qui est top, que j'ai malheureusement jamais mis en place parce que le setup est beaucoup trop lourd. Il nécessite des plateformes de force qui sont intégrées dans le sol et des caméras qui s'appellent le CMAS, le Cutting Movement Assessment Score, qui est véritablement très intéressant parce qu'il permet de voir sur un changement de direction quelles sont les stratégies employées par l'athlète lors du changement de direction, et notamment d'observer l'avant-dernier appui et l'avant-avant-dernier appui sur la stratégie de décélération avant la transition sur le changement de direction. Mais quand on a dit ça, finalement, ces tests-là, ils sont contextualisés. L'athlète, il sait exactement ce qu'il va faire. Il part quand il veut et on va observer de manière objective, ce qui se passe au niveau des caméras, mais également le temps qu'il va mettre sur ces tests-là. Ça, c'est des tests qu'on retrouve également dans les drafts, notamment dans les sports américains. Ils aiment beaucoup faire ce genre de choses, que ce soit en NBA, NHL, etc. Mais l'agilité serait plutôt d'utiliser en fait un stimuli type auditif ou visuel, comme je le disais. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits notamment par Dustin Grooms sur la charge neurocognitive, parce que forcément d'être capable d'avoir un temps de réaction qui soit court, en fait ça aussi il faut savoir le mesurer. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec notamment des lumières type fit light. Et par exemple, on va dire à l'athlète, OK, tu vas me faire un changement de direction à 90 degrés. Par contre, tu partiras uniquement quand la lumière sera verte. Et donc, on va lui mettre un capteur et ça va faire bleu, rouge, vert. Et à ce moment-là, il sera obligé d'y aller. Et nous, on va être capable de voir comment il se mouvoit, mais également quel a été son temps de réaction et quelle est la différence de stratégie entre c'est planifié, il est dans un environnement, il sait quand il part, etc. De oula, il est pris par un stimuli qu'il ne maîtrise pas, et tu verras que les stratégies seront complètement différentes. C'est assez intéressant comme procédé. Ah ouais, mais c'est bien que tu parles du neurocognitif parce que souvent c'est un peu moins mis en avant et c'est pourtant hyper important. Et à ce sujet-là, je renvoie les auditeurs directement juste au podcast précédent que j'ai fait avec Anthony Lespade qui intervient sur l'entraînement neurocognitif. Et bon, il a expliqué ça, il va mieux l'expliquer que moi parce que c'est vrai, c'est son domaine. Donc Ouais. vraiment très très intéressant et très complémentaire justement à tout ce qui va être vitesse, tout ça, parce que c'est lié en fait. Complètement. Je pense Complètement lié. que pour connaître un peu les travaux d'Anthony, c'est deux podcasts, je pense, qui seront véritablement complémentaires parce que aujourd'hui, clairement, c'est des choses, moi, qui me manquent, ce type de compétences, et que je pense aller chercher d'ici peu parce que je pense que c'est une clé véritablement dans la performance. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, du coup, là, on a clarifié un peu les termes, vitesse, agilité, changement de direction, tout ça. Il y aurait deux termes encore que je voudrais clarifier avec toi. C'est ce qui va être vivacité. Par vivacité, j'entends euh, comment définir ça? C'est vraiment être rapide sur vraiment des petits mouvements, sur des petites distances plutôt, qu'on va moins retrouver en football, mais par exemple dans des sports individuels, sur terrain réduit. Je pense au tennis notamment, peut-être le badminton aussi, où on va être beaucoup plus vif sur les jambes. Tu vois, il y aura moins de grosses accélérations. Mhm. Donc, le terme de vivacité et la coordination, qui je pense est aussi lié un peu à tout ce qu'on a dit. Est-ce que tu pourrais faire le lien avec ces deux qualités physiques et les définir? Ouais, alors très clairement pour moi, la vivacité, c'est quelque chose qui est pas très clair et qui pour moi est très lié à cette notion d'agilité. Parce que il va falloir que l'athlète soit capable malgré tout
de faire, même si le terrain est beaucoup plus réduit, de créer ces changements de direction. Pour moi, c'est des changements de direction, puis qui sont contextualisés, donc c'est de l'agilité. Après, sur tout ce qui va être coordination, ben, je pense que pour le coup, je parlais tout à l'heure d'échelle de rythme. Moi, c'est un outil que je n'affectionne pas tout particulièrement, mais qui peut parfois avoir son intérêt pour justement donner un contexte. Voilà, il y a des cases et pouvoir accompagner l'athlète notamment au début, dans un esprit de coordination. Et bien évidemment, pour moi, avant de travailler la coordination, il y aura plutôt un travail de pliométrie à basse intensité, de la pliométrie dite extensive, pour véritablement pouvoir travailler tout ça. Je pense qu'en fait, il y a des strates à travailler. Et disons que déjà d'avoir une bonne qualité pliométrique, c'est véritablement la clé. Et qu'après, on peut aller chercher des choses différentes. Quand tu parles de vivacité, pour toi, tu penses à quoi? Je vais prendre l'exemple du tennis parce que c'est un sport c'est le sport dans lequel je travaille majoritairement. Et au tennis, alors certes, du coup, on va avoir des changements de direction, des accélérations, tout ça, mais aussi on va avoir beaucoup de petits jeux de jambes avec des petits pas qui sont très brefs au sol parce que quand la balle arrive à une certaine vitesse, tu n'as pas le temps de faire des grands pas. Et du coup, tu dois en faire pour aller à la balle, mais tu auras aussi une part de petits pas très vifs. Et pour moi, la vivacité, c'est ça, c'est être capable de se déplacer sur des courtes distances avec une fréquence de pas relativement basse. Tu vois, on peut pas se permettre d'avoir des D'accord. grandes foulées. Après, c'est un terme qui est assez compliqué à définir, je trouve, par rapport à la vitesse. Ouais. C'est comme ça que je le vois, moi, si tu veux. Très honnêtement, j'ai jamais, pour le coup, je crois que j'ai jamais travaillé avec des tennisman. Donc, c'est une discipline que je connais en tant que spectateur, mais finalement très peu en tant que professionnel. Je vois un peu ce que tu veux dire. Pour autant, pour moi, il y a quand même un besoin d'être capable de créer de l'accélération parce que j'imagine qu'effectivement, le tennisman, quand, notamment sur un service, sur la réception d'un service, bien évidemment que il ne va pas être immobile. Pour autant, il va être quand même dans une position et justement agir dans son changement de direction en fonction du contexte de où est-ce qu'il va y avoir la balle. Mais j'imagine que le tennisman, il va observer son adversaire sur le service, notamment sur l'orientation de son corps, Bien sûr, ouais. sur comment dire, sur son lancer, etc. Encore une fois, j'ai peu de connaissances de la discipline, mais en fonction de ça, il va anticiper et créer une accélération pour aller chercher la balle. Ouais, et oui, c'est tout à fait ça. On anticipe par rapport au mouvement par rapport à l'orientation du corps, des épaules, tout ça de son adversaire. Ouais, Et pour revenir aussi à la vivacité, pour moi, le fait, imagine, on prend un carré de 3 mètres par 3 mètres, c'est un petit carré, et tu dois aller à l'autre bout du carré à chaque fois. Pour moi, c'est pas de la vitesse, mais tu vas avoir du coup des changements de direction et d'agilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour moi, ça, c'est aussi de la vivacité parce que tu as cette capacité à, à être rapide sur une très courte distance et t'as pas le temps de créer de la vitesse, tu vois. C'est comme non, tu ça que n'as je la pas le vois, temps de la créer de la vivacité. vitesse. Alors, on est dans la discussion, mais clairement, tu ne vas pas être dans de la vitesse ce qu'on appelle du top speed, c'est-à-dire au-delà de 80% de ta vitesse maximale. Je pense que c'est jamais retrouvé, tellement les vitesses sont courtes dans une discipline comme le tennis. Pour Ouais. autant, tu vas avoir malgré tout une notion d'accélération. Il faut bien prendre en compte que l'accélération, c'est véritablement cette capacité de passer de 0 à 100. Moi, j'aime bien donner cette notion-là aux sportifs, ça les fait tilter. C'est ce qu'on dit quand on parle d'une voiture. Combien de temps elle met pour passer de 0 à 100? Ouais. Toi, concrètement, combien de temps tu mets également pour passer de 0 à une certaine vitesse? Il faut savoir que l'accélération, sur les 3 premiers pas, tu peux atteindre jusqu'à 50% de ta vitesse maximale. Ce qui est quand même considérable parce que quand on parle d'un athlète
comme Mbappé. Encore une fois, je parle du football parce que c'est ce que je connais. Ouais. Mbappé, il court à 38 km/h. C'est-à-dire que sur ses 3 premiers pas, Mbappé peut atteindre jusqu'à presque 20 km/h. Et dans une discipline comme le football, ben, on parle beaucoup des 3 premiers mètres et donc finalement de ces 3 premiers pas. Et j'ai envie de te dire, la vitesse maximale d'un footballeur, ben, en fait, elle est rarement atteinte finalement. Mais par contre, cette capacité d'accélération, elle est quand même retrouvée. Et je pense que chez les tennisman, ben, tu as quand même cette notion d'accélération et du coup d'agilité via un changement de direction qui répond à un stimuli. Ouais, ouais, je te rejoins complètement. Et C'est tout finalement, à fait ça. sur cet exemple dont tu parlais d'un carré par 3 par 3, ben, encore une fois, tu ne vas pas atteindre ta vitesse maximale. Pour autant, tu vas passer d'une vitesse quasi nulle à une vitesse beaucoup plus importante et tu vas briser en fait l'inertie. L'accélération, finalement, c'est physique, hein. Ça peut être un peu barbant dit comme ça, mais celui qui en a parlé, qui en parle le mieux, c'est Newton, qui a établi plusieurs lois et dont la première loi énonce clairement la notion de briser l'inertie via la création d'une force et notamment d'une force qui est horizontale. Donc, ben pour moi, un tennisman, du peu que je connais de l'activité, il va être justement dans cette création d'accélération et ce changement de direction répondant à un stimuli. Donc, pour moi, je parlerai encore une fois d'agilité. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs ce que je travaille moi sur la prépa. Je fais des changements de direction, accélération avec Ouais, des stimuli visuels parce que c'est ce qui se rapproche le plus de l'activité. Et pour moi, la vivacité, ça rentre aussi dans cette case. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ok. Ça rentre aussi dans cette case. Et, et voilà. Mais pour moi, c'est des termes qui sont vachement reliés et pas indépendants Ouais, les non, uns mais des bien autres. sûr. Comme je disais, Voilà. enfin, encore une fois, moi, la vivacité, c'est pas un terme que je comprends, mais pour autant, bah, voilà, quand je parle de changement de direction, c'est intrinsèquement lié à l'agilité par cette notion de stimuli, et c'est intrinsèquement lié à tous ces prérequis de base d'accélération, de décélération, de changement de direction via la transition. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense on a toutes des définitions qui diffèrent un peu, où notre vision nous fait voir les choses un peu différemment. Exactement. Et je voulais revenir sur l'échelle de rythme dont tu as parlé tout à l'heure. C'est un outil qui est beaucoup remis en cause. Et moi, je suis pas forcément pour aussi. Mais du coup, pour travailler alors du coup, je vais employer plusieurs termes, mais on va dire cette vivacité ou cette agilité sans forcément des changements de direction, avec une fréquence de pas très rapide sur des courtes distances. L'échelle de rythme, on va dire, elle va répondre à cette demande, mais on va être contraint par les carrés, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi, de l'échelle de rythme pour ce type de travail? Est-ce que tu aurais des alternatives pour travailler ce genre de choses? En fait, l'échelle de rythme, elle est surtout décriée parce que certains vont dire que grâce à l'échelle de rythme, on va développer la vitesse. Ouais, non, ça, je Ça, suis contre. Ça, c'est pas vrai. clairement, c'est faux. Ouais, je suis d'accord. Moi, l'échelle de rythme, je l'utilise dans 2 cas. Je l'utilise pour contextualiser ce que je disais tout à l'heure, un travail potentiellement de coordination. Et au préalable, pourquoi pas en fait de donner un contexte à l'athlète sur de la pliométrie extensive, donc de la pliométrie basse. En revanche, je ne travaille pas du tout pour développer l'agilité par rapport à ce que j'ai dit, parce que pour moi, l'agilité, c'est quand même Ok, je complètement... crois qu'il y a un petit bug. Ouais, effectivement, je te vois plus. Ok, parfait. Je crois que je te vois, tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est bon. Ouais. Ouais, il y a eu un petit bug, c'est bon. Disons que pour moi, en fait, c'est pas quelque chose qui me parle, en tout cas dans une discipline comme le football. Encore une fois, je parle de ce que je connais. Dans une discipline comme le football, le travail en fait de fréquence, je le travaillerais plutôt sur une activation neurale, mais sans forcément utiliser d'échelle de rythme. Véritablement avec de la fréquence de pas, mais pourquoi utiliser de l'échelle de rythme? Je ne suis pas sûr que ça ait un réel intérêt de restreindre l'athlète
dans cette activation neurale. Pour autant, cette activation neurale, par définition, a plutôt une volonté de warm-up, d'échauffement, plutôt que de travail en tant que tel. Ok. Mais est-ce que du coup, en termes d'alternatives, est-ce que tu verrais d'autres choses plus intéressantes, je sais pas, un parcours avec des plots ou ce genre de choses où on n'est pas contraint par, ok, tu dois mettre ce pied dans ce carré qui fait tel périmètre, tout ça. En vérité, je crois que j'utiliserai pas forcément de matériel en particulier. Comme je te l'ai dit, je donnerai plutôt des consignes à l'athlète pour réaliser une tâche donnée sans forcément le contraindre avec un outil défini. Ok, ça marche. J'aimerais rentrer un peu plus dans le vif de sujet sur le développement, dans un premier temps, de la vitesse. Et première question, comment vois-tu la place de l'athlétisme, c'est-à-dire les techniques de course, vraiment apprendre à courir dans la préparation physique? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on aurait d'autres moyens, alors aussi efficaces, oui ou non, de techniques de préparation physique, mais pas l'athlétisme, quoi? Ouais. Moi, je pense que ça a clairement sa place. Après, les visions divergent par rapport à ça. Il faut bien contextualiser, c'est qu'un athlète, au sens strict du terme, comme Usain Bolt dont on parlait tout à l'heure, il passe des heures à gagner des centièmes. Donc, chez un sportif tel un rugbyman, tel un basketteur, tel un footballeur, on va peut-être pas passer des heures dans cette optique-là. Pour autant, apprendre à un footballeur et tous ces autres sportifs à courir, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que quand on observe ces sportifs, notamment dans les sports collectifs, bah, on se rend compte que souvent, ils ne savent pas courir. Souvent, la réponse qu'on va me faire, c'est ouais, mais ces sportifs-là, ils ont un ballon entre les pieds, ils ont un ballon entre les mains. Oui. Mais combien de temps, véritablement, ils ont ce ballon entre les pieds et ce ballon entre les mains? Bah, finalement, très peu. Je crois qu'un footballeur a entre 3 et 5 minutes le ballon entre les pieds sur l'entièreté d'un match. Et je crois que 5 minutes, je suis vraiment très large. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le reste du temps quand il n'a pas le ballon? Il est finalement toujours en mouvement avec toutes les notions dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc, si on veut s'intéresser véritablement à la vitesse, je pense que déjà, c'est intéressant de faire un test de vitesse, Ouais. typiquement sur un test pour voir le profil force-vitesse. Si on a plutôt des qualités de vitesse ou plutôt des qualités de force et donc d'accélération, ça me paraît déjà essentiel. Aujourd'hui, avec les travaux notamment de JB Morin, on peut avoir beaucoup d'informations. Je pense rien t'apprendre et surtout à certains auditeurs, l'information qu'il y a une application de type MySprint qui est véritablement un bijou de technologie pour quelques dizaines d'euros. Donc, je pense que ça, faut avoir conscience du travail. Et Altis, en fait, est une société américaine qui a établi un kinogramme avec 5 phases dans lesquelles on peut observer comment se mouvoit l'athlète au sein d'un cycle de course. Donc, ça, je trouve que c'est des choses qui sont véritablement intéressantes pour voir, en fait, d'un point de vue mécanique, biomécanique, quelles sont les choses qui sont améliorables chez l'athlète. Puis après, potentiellement de les isoler et de pouvoir les travailler en salle de musculation ou via un travail complètement, comment dire, en isolant une partie sur un travail de gamme ou ce genre de choses. Ouais. Et d'ailleurs, Maintenant, les gars, non, pardon. juste une aparté sur les gammes athlétiques, je trouve on les utilise beaucoup pardon, dans l'échauffement. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour justement apprendre à courir grâce aux gammes athlétiques et pas juste faites des montées de genoux et vous vous échauffez, mais vraiment apprendre à faire des vraies montées de genoux, etc. Et ce pour toutes les gammes athlétiques. Ouais, tu vois, tu parlais de montée de genoux. Souvent, on va juste dire monter les genoux. Mais en Ouais. fait, c'est quoi monter les genoux? Parce que quand tu regardes des sportifs faire des montées de genoux, il n'y en a aucun qui va te le faire de la même manière. À la rigueur, de comment tu le fais, c'est déjà une première chose. Mais c'est surtout
pourquoi il n'y en a aucun de tes sportifs qui fait la même chose? C'est que ta consigne, en fait, elle n'était pas claire. Et pour moi, une des qualités essentielles dans l'action des jambes sur la vitesse, c'est véritablement cette action cyclique en fait des jambes qui va être complètement différente de l'accélération et où il va véritablement y avoir cette action piston des membres inférieurs. Et donc, en fonction de la consigne que tu vas donner, bah, en fait, tu vas travailler des qualités techniques qui vont être différentes en fonction de l'objectif de ta séance. Est-ce que ce sera plutôt une séance de type accélération ou plutôt une séance de type top speed? Carrément. Du coup, c'est bien là parce que tu as parlé un peu des tests, de comment voir les faiblesses ou les avantages sur les vitesses, notamment avec les applications que tu as mentionnées. Mm. Est-ce que tu aurais du matériel type que tu conseillerais et que tu conseillerais de ne pas utiliser pour développer la vitesse, associée à des techniques de développement? Ouais, en termes de matériel, je vais être assez simple, hein. Je vais travailler avec des sleds, donc un sled pull avec un harnais, qui d'ailleurs, en fonction de ce que je veux développer chez l'athlète, sera peut-être beaucoup plus au niveau du buste ou au niveau des hanches. Ça va répondre à ce que je peux retrouver et chercher à développer chez l'athlète. Ça peut être de travailler avec un bâton pour isoler, en fait, en overhead, par exemple, pour isoler le buste, avoir cette notion de noyau et avoir après ce travail cyclique en mettant aussi des petites haies pour donner justement une fréquence de pas à notre athlète. Et puis, finalement, je vais travailler avec ces choses-là. Après, si euh, j'avais un budget illimité et malheureusement, j'ai encore jamais travaillé avec ce genre d'outil, mais je sais qu'un 10-80 est véritablement un outil pertinent pour développer la vitesse. Ok. Et en termes de régime de contraction, quand on veut travailler la vitesse avec tout ce qui va être lié à la muscu, est-ce que tu conseillerais d'utiliser je sais pas, des exercices plus pliométriques, axés sur le concentrique ou ce genre de choses? Je pense que ça dépend si on veut plus être sur la force ou sur la vitesse. Je te laisse la parole là-dessus. Ouais, en fait, déjà pour moi, tous les régimes de contraction devraient être travaillés au préalable. Euh, mais véritablement, en fait, à la fin, la course reste une action pliométrique. Ouais. Donc, il faut avoir, en fonction du groupe musculaire, des groupes musculaires en question, on va avoir plutôt une action concentrique sur certaines phases, une action plutôt excentrique sur d'autres. Et bien évidemment, d'autres groupes musculaires seront là en noyau, en point d'ancrage, pour, d'une certaine manière, avec un travail isométrique de ces groupes musculaires-là. Je pense notamment au buste, donc, qui a un rôle de noyau et d'ancrage pour les membres inférieurs et les membres supérieurs. Après, je ne sais pas si ça répond clairement à ta question. Si, en partie, tu parlais d'isométrie. C'est vrai que l'isométrie, je trouve, c'est intéressant comme type de travail. Après, on peut en faire de différentes manières. Bien sûr. Tu parlais d'isométrie pour le haut du corps, pour le tronc? Oui, alors notamment au niveau du core training, ce qu'on appelle le core training, donc le gainage avec des guillemets. Mais en fait, quand tu parlais de régime de contraction, je penserais plutôt en méthode, si je puis dire, ou plutôt sur, si on veut développer la vitesse, on va être plutôt sur du délestage et donc utiliser par exemple des élastiques pour délester son poids de corps et avoir véritablement cette action sur ce profil force-vitesse plutôt axé sur la vitesse, là où un travail avec des charges lourdes sera beaucoup plus pertinent si on retrouve un déficit de force et donc d'accélération chez notre athlète. Ouais, du coup, sur la force, on aurait du coup cette phase concentrique qui serait un peu plus accentuée, alors Ouais. que sur de la vitesse, du coup, on serait vachement explosif dessus. Et est-ce que tu utilises l'isométrie, un exemple parmi tant d'autres, par exemple de l'overcoming
sur du squat ou sur des fentes, tu vois, dans un but de développement de vitesse, ou pas du tout? Alors, pas forcément dans un but de développement, mais plutôt dans un but de fin d'échauffement, où je vais avoir une envie d'avoir un recrutement neural qui soit véritablement important. Et pour moi, l'isométrie overcoming, donc de surpassement, où on vient pousser contre une charge immobile, permet véritablement ça d'un point de vue véritablement sécuritaire. Mais c'est vrai, ouais, du coup, c'est en fin d'échauffement parce que c'est quelque chose qui est quand même pas mal contraignant en termes de tension mécanique. Ouais, bah en fait, quand on veut travailler les qualités dont on parle pendant ce podcast, il nous faut une intensité qui soit véritablement importante. Ouais, C'est pas juste se dire ah bon, on va faire un travail d'accélération ou de top speed ou de changement de direction, etc. Mais on y va tranquille. À la rigueur, ça peut être pertinent, notamment en réathlétisation, dans l'approche en fait que va avoir l'athlète, d'y aller progressivement, bien évidemment. Mais l'intensité qu'on va mettre dans ces séances, elle va être quand même importante. Donc, de placer ce type d'exercice, ou en tout cas ce type de contraction-là, dans un but de recrutement neural, pour moi, ça me paraît véritablement important. Et en plus de ça, j'aime bien dire à mes athlètes, en fait, à la fin de l'échauffement, on a envie de tout casser. On est véritablement chaud et je trouve que cette isométrie overcoming, même d'un point de vue philosophique, elle a véritablement cette volonté-là où en fait on demande à l'athlète de pousser comme plus fort qu'il peut, quoi. véritablement très fort, quoi. Ouais. On lui demande de pousser de toutes ses forces. Et je trouve que même d'un point de vue philosophique, sans parler de physiologie, je trouve ça véritablement intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête, psychologiquement d'être dans ce mood, allez, je déchire tout à la fin de l'échauffement. C'est vrai que ça doit vachement bien préparer, pour la Bah ouais, suite. en plus de ça, on est quand même sur une contraction qui est ultra sécuritaire. Donc, finalement, pourquoi s'en priver? Moi, c'est des choses que j'aime bien travailler potentiellement chez un athlète. J'ai certains sportifs qui répondent bien à ce type de contraction dans les 24 dernières heures, voire même dans les toutes dernières heures avant une compétition. OK, intéressant. Je voulais te demander enfin, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de fréquence par semaine et alors pour développer la vitesse, que ça soit, pour de la muscu spécifique, vitesse, associée ou non, à de la vitesse, pure, sur piste par exemple ou sur terrain, ce genre de choses, en termes de fréquence par semaine et sur un cycle de combien de semaines pour, voir vraiment des progressions? Je parle vraiment dans un but de développement et pas, un rappel de vitesse ou ce genre de choses. Ok. Euh, alors, d'un point de vue programmation, tout ce qui va être accélération, sprint, j'aurais plutôt une notion en fait en 4 semaines, une semaine, c'est-à-dire avec une progression sur les 4 premières semaines et décharger sur la 5e semaine et repartir progressivement et faire des cycles comme ça. En revanche, donc ça, c'est plutôt parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus métabolique dans l'approche. Pour autant, sur un travail de décélération, parce que je travaille aussi ce genre d'aspect-là, parce que pour moi, il y a une notion en fait d'autorégulation où l'athlète, si il n'est pas capable d'avoir une bonne qualité freinatrice dans la décélération, peut-être qu'il ne va pas accélérer aussi rapidement qu'il en est capable. Donc, sur cette décélération-là, vu que les implications sont plutôt d'un point de vue système neuromusculaire, là, j'aurais plutôt une programmation sur 5 semaines de progression, par contre, 2 semaines de deload. Et pour avoir véritablement une progression semaine après semaine. Ces deux qualités-là peuvent être travaillées de manière parallèle sans aucun souci.
En ce qui concerne le sprint, pour en parler plus particulièrement, déjà, pour moi, et d'ailleurs même toutes les qualités dont je viens de parler, elles peuvent être travaillées toutes les semaines. Elles doivent être même travaillées toutes les semaines. Après, à quelle fréquence dans la semaine on va pouvoir les travailler, bah ça malheureusement c'est en fonction du planning du staff. Il ne faut pas oublier qu'en tant que prépa physique, en tant que kiné du sport, on s'adapte aux contraintes du staff technique. Si le staff technique est open et comprend les intérêts, ben, parfois il y a un dialogue qui peut se créer. Mais si le coach il dit c'est comme ça et pas autrement, il ne faut pas oublier que la préparation physique est au service de la performance. Donc, à partir de là, ben, pour moi, il faudra mettre une implication minimum d'une fois par semaine. Maintenant, si on peut en mettre plus, et surtout si l'athlète répond à plus, bah, pourquoi pas. Mais il faut toujours avoir cette notion, moi que j'aime beaucoup, la dose minimale effective. C'est-à-dire que si on fait 2 séances, et entre guillemets prendre le risque de faire 2 séances, quels sont les bénéfices qu'on va avoir? Si on a des bénéfices, prenons-les. S'il n'y a pas de bénéfices, faisons autre chose. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que le temps d'un athlète, il est véritablement court et que souvent, bah, en fait, on a envie de faire le haut de la pyramide, mais on oublie de faire les bases. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête dans notre programmation. Tout à fait. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Quelles sont les bases? Tu parlais de bases. Quelles sont les bases pour, pour commencer à développer de la vitesse? Est-ce que tu as des prérequis ou alors tu peux directement entamer une phase de développement de vitesse? Non, clairement, il y a des prérequis à avoir. Comme on le disait, hein, déjà d'un point de vue technique, parce que quand on peut observer certains sportifs avec des rotations excessives au niveau du tronc et voire même au niveau des bras, en fait, c'est pas possible. C'est que malheureusement, leur qualité neuromusculaire n'est pas, sont peut-être beaucoup plus importantes et il pourrait être beaucoup plus rapide si ces défauts techniques étaient gommés. Après, bien évidemment, bah, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'il faut répondre en fonction de la planification qui est pertinente pour l'athlète, répondre à l'entièreté des qualités physiques du sportif, sur ses qualités de force, donc du travail lourd, sur des qualités de puissance. Et là, on va être beaucoup plus sur quelque chose qui va se rapprocher, par exemple, de l'haltérophilie, de la pliométrie et tout ce que ça entreprend, parce que la pliométrie, c'est très vaste. Et également, bah, par exemple, du travail de jet de medicine ball, ce genre de choses, où moi, ce que j'aime, c'est la phrase de mon collègue Rémi Lancou qui dit si un athlète il travaille la puissance en salle, et que toi, tu rentres dans une salle et que tu ne sais pas forcément ce que l'athlète a dans sa programmation, s'il travaille la puissance, il faut que ça pue la puissance. Et je trouve que c'est assez intéressant comme phrase. Et sinon, si on veut travailler plutôt le versant vitesse d'un point de vue qualité physique, comme je le disais tout à l'heure, ça serait plutôt de travailler avec du délestage. Une méthode que beaucoup connaissent, qui est très intéressante, même s'il faut savoir, je pense, savoir quand l'utiliser, ça va être une méthode comme le French Contrast, où on va pouvoir balayer un peu l'entièreté de ses qualités physiques. Et voilà, en fonction de la programmation, ça peut être pertinent ou non de la placer. Ok. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Maintenant, si on s'attarde un peu plus sur l'accélération et la décélération, donc tout ce qui va être changement de direction. Alors déjà, première question, euh, alors qui peut paraître simple, mais qui je pense a un fond assez complexe. Bon après, tout dépend des points de vue, mais comment on fait un changement de direction efficace? Et ben finalement, en répondant à ce qu'est un changement de direction, donc cette phase de décélération, cette phase de transition et cette phase d'accélération. Donc déjà, répondre à ces deux qualités de décélération
et de décélération et d'accélération. Ensuite, sur le cut, donc la phase de transition, elle va répondre à quelle est l'angulation que le sportif va prendre. Sur une angulation type 0,45 degrés, on va être soit sur une courbe qui va être curviligne, dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre en fait à l'athlète de perdre le moins possible de vitesse, soit sur un cut qu'on va appeler crossover, qui permet également une perte de vitesse qui est moindre. En revanche, bien évidemment, si on est sur un changement de direction à 90 degrés, on va être obligé de faire un changement de direction type shuffle, un peu en sidestep, où l'athlète va être obligé de forcément avoir une certaine phase de freinage, et notamment par ce qu'on appelle le pénultième appui, c'est finalement l'avant-dernier appui, et ces qualités de décélération sont hyper importantes. C'est-à-dire que si j'insiste sur la décélération, parce que si la décélération et cet avant-dernier appui est mauvais, la stratégie employée derrière sera forcément mauvaise. Et si du coup, on veut voir un changement de direction qui va être plutôt à 120, 180 degrés, chose qu'on peut retrouver dans tous les sports. Moi, j'aime bien notamment les basketteurs qui utilisent très bien ce type de changement de direction quand ils vont se reculer pour faire un shoot. Bah, là, du coup, la stratégie, elle va être encore différente. Mais là, il serait intéressant, notamment dans les tests qu'on va entreprendre avec l'athlète, de vérifier ses qualités sur même avant-dernier appui. Et du coup, ce freinage, éviter en fait ce qu'on appelle le stiff landing. Donc, c'est d'avoir la jambe qui reste un peu, qui n'a pas cette qualité de freinage. Et donc, pour freiner le mouvement, l'athlète va venir pencher son buste et donc avoir une flexion du tronc qui va mettre à porte-à-faux l'ensemble derrière de ses membres inférieurs. Du coup, tu penses que ça peut être intéressant de travailler des mouvements en excentrique, en excentrique type des fentes ou ce genre de choses? Ouais, exactement. Je pense que travailler justement sur un excentrique mais qui est rapide, ça peut être véritablement pertinent pour travailler cette qualité de relâchement-contraction. Très rapide au niveau, bah oui, carrément, ça peut être sur comme tu le disais, sur une fente, sur un squat, sur finalement tout type de mouvement, tant que ça répond à ce que tu recherches. Même du coup, une qualité, on parlait de pliométrie tout à l'heure, sur un landing, une réception de saut, enfin de boxe, bah en fait, on va mettre on va forcément travailler ces choses-là. Par contre, bien évidemment, je parle de ça, bah, ça fait partie de la pyramide haute de la pliométrie, ce qu'on appelle le drop jump. Il y a aussi le def jump qui est beaucoup plus important d'un point de vue intensité. Mais avant tout ça, eh ben, il faut respecter une certaine hiérarchie avec de la pliométrie qui est basse, etc. Et la pliométrie, finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait en faire un podcast, mais c'est très codifié et il faut, à mon sens, pas sauter les étapes au risque en fait de mettre le sportif en danger. Du fait des contraintes qui sont plus importantes, c'est pour ça? Exactement. OK, et la place est-ce que tu penses que l'isométrie a sa place pour améliorer les changements de direction? Dans le sens où si tu prends un changement de direction, si à la fin tu as ton dernier appui qui te permet de te repropulser, bon, du coup, tu vas freiner dessus, mais tu vas quand même rester un court moment, tu vois, en isométrie. Est-ce que tu penses Clairement. que travailler l'isométrie, ça sera intéressant? Sur la fondation d'un travail, voire même avec des petits rappels, ça peut être véritablement pertinent sur une angulation bien spécifique. On sait que l'isométrie a de nombreuses vertus. Ça permet véritablement de créer de la force sur les 15 degrés alentour de l'angle qu'on a défini par l'isométrie. Donc, c'est plutôt intéressant. L'inconvénient, c'est qu'on ne travaille pas sur l'entièreté du mouvement, enfin de l'amplitude, pardon.
Mais pour autant, je trouve ça assez intéressant de se dire, OK, quelle est l'angulation qui est pertinente ici, potentiellement qui peut créer des gènes chez un athlète, etc. Et de mettre cette phase isométrique au début d'une programmation en parallèle de ce qui peut être fait sur le terrain, je pense que ça peut être pertinent. Et puis après, travailler sur les autres phases concentriques et excentriques. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Là, on a parlé d'isométrie et de pliométrie qui sont assez faciles à mettre en place avec finalement peu de matériel. Mm. Et je pense que il y a pas mal de prépa physique qui travaillent avec peu de matériel, tu vois, par exemple, dans des clubs qui ont un peu moins de moyens. Est-ce que tu aurais d'autres types d'exercices qu'on pourrait effectuer pour améliorer les changements de direction avec peu de matériel finalement? Bah, par exemple, oui, il n'y a pas besoin de matériel. Par exemple, des pas chassés et cette notion de shuffle et d'arrêt, puis de repartir en shuffle, en pas chassé sur une autre trajectoire, bah, finalement, il n'y a besoin de rien, de quelques plots potentiellement, en fonction des consignes qu'on va donner à l'athlète. Et on va avoir quelque chose de cohérent sur un changement de direction à 90 degrés. Tout à l'heure, je parlais du crossover plutôt sur une trajectoire entre 0 et 45 degrés. Là, le crossover, bah, c'est pareil. C'est le passage de la jambe devant la jambe d'appui et d'être capable d'orienter son corps, son buste vers la trajectoire et potentiellement même de se repositionner sur la trajectoire, la position initiale. Donc, quand on a dit tout ça, finalement, à aucun moment j'ai parlé de matériel. Moi, quand je travaille en individuel avec des sportifs, j'ai seulement un sac qui ressemble un peu à un sac à chaussures avec des coupelles, avec des élastiques, ce genre de choses. Et sur le terrain, bah, parfois, ça peut être clairement suffisant en fonction de la séance donnée. Après, bien évidemment que je suis pour le matériel, mais à mon avis, beaucoup plus d'un point de vue travail en gym, en salle, où on va pouvoir mettre en place des choses. Et là où le matériel pourra être beaucoup plus pertinent finalement. Ouais, ok. Et comment tu verrais le fait admettons, tu fais un cycle pour travailler le changement de direction. Par exemple, tu as 6 semaines, tu veux travailler le changement de direction euh, sans travailler vraiment que du changement de direction, voilà, mais avec des exercices vraiment pour travailler le changement de direction. Est-ce que tu ferais des séances où tu varies à chaque fois les exercices pour avoir des stimulations différentes ou alors tu garderais ton corps d'exercice et tu essaierais de le faire évoluer, alors entre guillemets avec une surcharge progressive, tu vois, on dit plus en muscu, mais je rajoute un peu Ouais. de rep, un peu de volume. Comment tu ferais? Tu garderais le même type d'exercice ou alors tu varierais les types d'exercices, le type de parcours ou ce genre de choses? Ok. Déjà, ça dépendra de si on parle de réathlétisation ou de préparation physique. De Mais prépa. disons que je ne vais pas rajouter forcément une notion de répétition, peut-être plus d'intensité, Ok. mais parce que encore une fois, on va être sur quelque chose de relativement intense et sauf dans certains cas, et notamment dans des cas de réathlétisation, en fin de réathlétisation, où je vais vouloir intégrer de la fatigue, mon objectif, c'est de travailler la qualité et pas la quantité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand je travaille ce genre de qualité, je me dis, ah, top, je vais pouvoir également travailler le cardio de mon athlète. À aucun moment. Pour moi, si j'ai envie de travailler le cardio, pourquoi pas utiliser des choses qui y ressemblent, mais c'est clairement établi que l'objectif de la séance a plutôt une visée énergétique. Si mon objectif, c'est de développer l'athlète sur ces qualités-là, on va être sur finalement peu de reps, des temps de repos qui vont être conséquents pour que justement, d'un point de vue physiologique, la phosphocréatine se régénère, etc. Mais que finalement, l'athlète, il soit frais et prêt
à faire sa répétition au maximum. Donc, ce n'est pas forcément des séances qui sont très fancy, c'est des séances qui vont être beaucoup plus codifiées et où la progression va être assez faible finalement. Et je pense que le plus important, c'est que si on veut changer quelque chose, il faut changer que quelques paramètres, mais plutôt dans un but d'améliorer techniquement l'athlète. Quand je dis techniquement, bien évidemment, je parle de technique dans sa manière de réaliser l'exercice, mais pas tant finalement sur une complexité qui est beaucoup trop importante. Il faut toujours, je pense que l'apprentissage de l'athlète va être relativement lent. Il faut respecter ça. Je pense que parfois, on a tendance à vouloir faire des choses beaucoup trop importantes, beaucoup trop sophistiquées pour des athlètes qui n'ont pas forcément les prérequis d'un point de vue athlétique et malgré que parfois ça soit des sportifs dits de haut niveau. Et du coup, du coup, ouais, c'est intéressant, je vois ce que tu veux dire. Du coup, tu garderais, admettons, j'ai 4 exercices pour ma séance. Sur mes 6 semaines, tu garderais les mêmes exercices, du coup, mais tu veillerais à augmenter la qualité des exercices? Alors, ça, en vérité, ça dépendra. Je ne vais pas forcément garder les exercices sur 6 semaines déjà, mais je vais potentiellement créer une progression, mais qui ne sera pas forcément très importante. Après, comme je te l'ai dit, moi, j'ai aussi cette vision très réathlétisation, de retour terrain de l'athlète. Et en fonction de la pathologie, ben, l'athlète, il va falloir que je le remette sur le terrain beaucoup plus rapidement. Mais aussi parce que son absence a été a été faible et donc ses qualités n'ont pas été forcément trop impactées. Donc, il faut que j'aille plus vite dans mon procédé. Pour autant, sur une phase de développement, ben, en fait, c'est de savoir quelle programmation je mets en place, quand est-ce que je veux atteindre certaines qualités, voir d'où je pars via les tests dont on a parlé, et à partir de ça, ben, établir une programmation. Maintenant, pour répondre spécifiquement à ta question, non, je ne garderai pas forcément les mêmes exercices, mais je resterai quand même sur un noyau dur sur lequel ben, je vais tourner autour pour développer différentes choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu changes pas radicalement, quoi. Tu as ton Pas du tout. objectif et tu as des exos finalement, qui se ressemblent, mais qui sont différents. Pas du tout, parce que en fait, si dans un processus d'apprentissage, si on change trop fréquemment, ben en fait, il n'y a il y a pas de temps d'apprentissage. Donc, il faut quand même que l'athlète il soit capable au début d'appréhender et puis après d'assimiler, de s'approprier l'exercice avant de pouvoir être véritablement pertinent. Il ne faut pas oublier que notre objectif, ce n'est pas d'amuser le sportif, c'est de le faire performer et de le rendre meilleur. Si il a besoin d'être amusé, je pense qu'il ne viendrait pas nous voir, il regarderait des vidéos YouTube et derrière, il ferait certains exercices qu'il peut voir. Et je pense que c'est l'erreur d'ailleurs que font beaucoup de sportifs, c'est de se dire, ah tiens, j'ai vu une vidéo qui parlait d'ailleurs, apparemment c'est l'entraînement d'un tel, ah moi j'ai envie d'être comme un tel, ah bah tiens, je vais faire ça. Oui, mais d'accord. Alors déjà, est-ce que véritablement c'est le véritable entraînement de cette personne? Ça, ce n'est pas forcément le cas. Mais surtout, si cet athlète, typiquement, je vais donner un exemple très concret, un athlète comme Cristiano Ronaldo, bon, aujourd'hui, il commence à se faire un peu vieux, malheureusement, mais il y a quelques années en arrière, on pouvait observer ce qu'il pouvait faire. D'accord. Mais toi qui as 18, 15 ans, 20 ans, qui n'a pas du tout en fait les prérequis de cet athlète-là, malheureusement, je te le souhaite, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Ben, en fait, avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui, il faisait bien d'autres choses. Et il est passé par des choses qui sont beaucoup plus simples. Donc, il faut avoir cette notion-là. Il est passé par des choses simples et un processus
qui respectait un apprentissage finalement. Ok. Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Comment tu fais pour voir la progression d'un athlète sur ses changements de direction? Moi, je sais qu'il y a les tests qui donnent un indicateur. Tu fais un test, admettons, en début de cycle, en fin de cycle. Tu vois bien qu'il faut relativiser un peu les tests. Mais est-ce que tu aurais d'autres astuces pour voir la progression, mais éventuellement au fil des séances, tu vois, pas forcément début et fin de cycle? Ouais. Bah non, mais finalement, les tests, pour moi, c'est la base. Pour autant, après, il faut avoir le matériel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui en ont à des niveaux qui sont pas forcément hauts, en tout cas de moins en moins, parce que ça me paraît de plus en plus accessible. Ça va être les GPS, où on va avoir ces données-là, en fait, d'accélération, de décélération, la haute intensité, etc. Et ça nous donne beaucoup d'informations finalement. Mm. Ouais, c'est vrai que les GPS, c'est en train, je trouve, de prendre plus de place encore dans les clubs, c'est en train de se démocratiser. Clairement. Mais c'est vrai que c'est pas Avant, encore c'était des choses qu'on accessible. voyait que dans le monde professionnel. Aujourd'hui, Ouais, le monde amateur possède ce genre d'outillage et c'est très bien. c'est vrai. Euh, Avant, dernière question, avant de conclure le Mais podcast. excuse-moi, juste, je Vas-y, reprends. vas-y. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un œil sur lequel il faut s'appuyer. Donc, même si parfois il peut nous jouer des tours, ben, en fait, parfois juste de filmer l'athlète sur des angulations bien précises. On n'a pas véritablement fait de test, mais au sein de la séance, on va filmer l'athlète et on va regarder. On peut même créer un discours au-delà avec l'athlète et lui permettre de voir au fur et à mesure des séances, ah bah tiens, maintenant tu bouges comme ci, maintenant tu bouges comme ça. Ah, tu vois techniquement, ah, comment tu te sens? Ah bah je me sens mieux. Bah ouais, mais en même temps, tu as vu, on a travaillé sur ça. Aujourd'hui, ta posture, elle est mieux. Tes mouvements de jambes, ils sont mieux. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font que derrière, ça permet une progression de la tête qui est finalement lente et progressive, mais avec une vision long terme. Ouais, mais tu fais bien de le mentionner parce que même le fait de demander à l'athlète, pardon, pendant un cycle, comment tu te sens et qu'ils nous disent, ouais, je me sens mieux, je me sens plus rapide et que nous aussi, avec notre œil, on voit, on peut pas voir de manière précise, mais on voit de manière plus globale, ah ouais, tiens, je trouve il bouge mieux, il réaccélère mieux ce genre de choses. Finalement, c'est un peu l'instinct, enfin, non, pas l'instinct, mais comment dire, la vision globale, quoi, un peu comme tu l'as mentionné. Et je trouve aussi que c'est pas des tests, mais finalement, un entraîneur, c'est ça, quoi. Il doit avoir cet œil. Et ouais, clairement, chaque séance peut être un test finalement. Exactement, c'est vrai. Du coup, je reviens à ma question. Est-ce que tu aurais tu vois des erreurs courantes qui sont faites où il y a des idées reçues qui ressortent pour des gens qui se disent je veux développer ma vitesse, mes changements de direction. On a parlé de l'échelle de rythme, qui est une belle erreur pour travailler la vitesse. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ouais, donc je valide complètement déjà sur cet aspect-là de l'échelle de rythme. La deuxième erreur, c'est celle que je disais sur avoir trop peu de temps de repos sur ces sessions-là qui ressemblent derrière à des sessions énergétiques. Et donc, si notre but, c'était de développer l'énergétique, bah, on est dans le vrai. Si par contre, c'était dans un objectif de développer d'autres qualités, bah, en fait, on a tout faux et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est une autre erreur. Et puis sinon, bah, tout à l'heure, je parlais de sled. Parfois, on a envie de charger trop lourd ou pas assez lourd. En fait, en fonction des qualités qu'on va vouloir développer, bah, finalement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On va mettre une charge qui va être différente sur l'athlète. Donc typiquement sur une accélération, enfin, pour travailler ce genre de choses, on va mettre une charge qui est très très importante pour véritablement maximiser ce temps de passage au sol sur chaque pas, alors que sur un travail de vitesse, le lestage sur le sled, sur le traîneau, sera beaucoup plus light. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, J'avais une autre question aussi que je trouve assez intéressante. Est-ce que tu conseilles
pour développer la. Alors, je vais mettre ensemble vitesse et changement de direction. Est-ce que tu conseilles de majoritairement faire de la vitesse et des changements de direction purs, tu vois, avec des distances spécifiques à l'activité, ou alors majoritairement faire des exercices qu'on a vus avec des méthodes de muscu, de la plio, de l'iso, ce genre de choses, ou combiner les deux de manière assez égale pour développer ses qualités physiques. Ouais, je crois que tu as répondu à la question à la réponse. Pardon, tu as répondu à la question dans ta question. Ouais. Parce que finalement, pour moi, c'est de faire les deux. Maintenant, quelle part on va faire les deux, bah ça va répondre à la spécificité du sport, au temps qu'on a, le niveau sportif de l'athlète, les prérequis qu'il a. Est-ce qu'on peut travailler en individuel avec lui? C'est véritablement toutes ces choses-là. C'est sa capacité en fait de charge de travail. Il y a des sportifs qui sont des bourrus de travail, d'autres beaucoup moins. Donc, il faut aussi respecter ça. Et à partir de là, on peut établir quelque chose. Mais pour moi, le travail sur terrain est très intéressant, surtout déjà d'un point de vue technique. Euh, le travail en salle est au service du terrain. Donc, il faut avoir les deux très clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense vaut mieux pas isoler juste un seul, sauf si vraiment on a très peu de temps pour développer une qualité physique. Je pense qu'on peut se concentrer sur une seule pour voir de réels progrès. Mais si on a le temps de faire les deux, je pense vaut mieux faire les Ouais, deux. mais très clairement. Très clairement. Après, ça va dépendre de ce que je disais avec le profil force-vitesse. En fonction de ça, on va se dire, OK, lui, il va manquer de force sur l'accélération. Il est un peu lent au démarrage. Pour quelle raison? Bon, bah, peut-être qu'il manque de force. Bon, bah, on va établir un cycle avec ça. On va travailler sur l'accélération. Potentiellement, on travaillera avec un nutritionniste qui va nous montrer qu'il y a une composition corporelle qui n'est pas forcément adéquate au niveau qu'espère le sportif. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Newton, il a parlé de force égale masse fois accélération. Donc, il y a cette notion de masse. Et forcément, la force sera relative à la masse et donc à la composition corporelle de l'athlète. C'est très simple de comprendre qu'un athlète qui est lourd aura beaucoup moins de faculté à accélérer rapidement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être Schginch et complètement avec la peau sur les os. Mais parce que potentiellement, ces athlètes-là n'auront pas de force à développer. Il faut trouver le bon ratio en fonction du sport, en fonction de l'athlète. Mais effectivement, cette notion de composition corporelle est aussi à prendre en compte dans ces qualités-là. Ouais, et là on rentre dans la notion d'individualisation qui est euh, très compliquée à mettre en place, notamment dans les sports collectifs. Je pense que toi tu dois connaître Ouais. ça au foot. Ouais, alors après, est-ce qu'elle est difficile, oui et non? Disons qu'effectivement, il faut des moyens humains. Aujourd'hui, les clubs se structurent davantage. Je le vois de plus en plus. C'est aussi à l'athlète d'être proactif dans cette démarche. Je pense que d'une part, il y en a qui peuvent aller consulter d'eux-mêmes des professionnels en nutrition. Et puis, sinon, c'est tout simplement parfois prendre des conseils sans aller trop dans l'individualisation, mais prendre des conseils chez un athlète qui a pas les bases sur tout simplement un bon équilibrage alimentaire et qui derrière, il va pouvoir malgré le fait que ça ne soit pas du tout individualisé, perdre en masse maigre, gagner au prorata sur la masse. Pardon, j'ai dit une grosse bêtise. Perdre en masse grasse, gagner au prorata sur la masse maigre. Et du Ouais. coup, il sera bénéfique. Alors qu'il n'y aura pas forcément d'individualisation. L'individualisation aussi, elle est pertinente parfois pour débloquer certaines choses. Mais chez des personnes qui n'ont pas les bases, en fait, parfois des conseils euh, globaux permettent déjà de répondre à beaucoup de choses. Ouais, ça c'est vrai, notamment dans les clubs amateurs qui n'ont presque jamais fait de prépa physique et qui ont développé leur qualité physique à travers leur discipline. C'est vrai que je pense que tu leur fais un programme global pour de la force si ils ont des taux relativement bas.
Je pense Ouais. qu'ils vont tous répondre s'ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et l'individualisation, je pense, elle est d'autant plus importante quand on est dans du haut niveau et qu'on a déjà une grosse base sur les qualités physiques. Ouais, ouais. Et puis quel est l'objectif en fait? Ouais, Clairement, il y a des gens qui n'ont pas d'objectif et c'est OK. Et il y en a qui ont des gros objectifs mais qui s'en donnent pas les moyens. Et ça, c'est pas trop OK. exactement. Euh, j'ai une dernière question pour toi pour conclure ce podcast. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager avec un athlète, avec un, un professionnel du monde du sport ou juste avec toi, où il en est sorti quelque chose de positif, quelque chose qui a été mis en place, quelque chose qui a été dit, je sais pas, et qui t'a marqué et qui serait pertinent pour les auditeurs. OK. Alors, finalement, j'ai apprécié travailler avec l'ensemble des sportifs et des staffs avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille encore. Finalement, j'ai que 30 ans et il me reste encore de belles années devant moi, donc je sais que le futur sera bon. Là, tu vois, en me posant la question, je repense à un des athlètes avec qui j'ai travaillé qui avait un projet qui m'a véritablement touché parce que c'était finalement un double projet. C'était un joueur de foot qui avait été opéré des ligaments croisés et qui avait Ok. pour projet de pouvoir assister aux détections de la FFF USA qui permet en fait aux joueurs d'être vus par de nombreux recruteurs des USA et des universités américaines. Et il avait du coup ce projet-là à une vingtaine d'années de se dire, alors moi, voilà, j'ai envie d'être footballeur, mais c'est surtout j'ai envie d'avoir cette expérience en Amérique. Et ça me parlait tout particulièrement parce que je trouvais ça beau d'avoir ce projet-là, de se projeter, d'avoir le courage d'une certaine manière à 20 ans de partir. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont et de tout plaquer pour réaliser son rêve et de se réaliser en fait en tant qu'homme avec ce genre de projet. Et bah forcément, j'ai pris le truc à cœur, j'ai tout fait pour l'accompagner là-dessus. Il est allé aux détections, il a pu intégrer une université américaine et franchement, c'était un réel plaisir d'apprendre ça. Et c'est des choses où clairement qui permettent de savoir que quand on vibre avec ce genre de choses, c'est qu'on se dit, OK, je suis véritablement en train de faire un métier passion où je me fais kiffer et surtout, je fais kiffer autrui. Donc ça, c'est puissant. Et clairement, c'est quand on peut faire un métier qu'on peut faire sans être payé, où on accepterait finalement dans un monde idéal de ne pas être payé pour faire cette activité-là, ben c'est génial. Et typiquement, ce type d'anecdote me rappelle la raison pour laquelle je me lève chaque matin. C'est hyper enrichissant, je trouve. C'est le genre d'anecdote, le genre d'histoire, je pense que quand tu te rappelles justement, ouais, enfin, qui a lieu dans ton métier et qui te marque, Ouais. c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu te souviens de certaines, je sais pas, sessions d'entraînement ou certaines sessions d'entraînement qui t'ont marqué avec lui ou je sais pas, Ouais, tu vois, où alors il y a... je vais te donner un exemple très, très simple et au final, tu vas te rendre compte que bah, finalement, c'est pas forcément toujours l'aspect technique et même parfois rarement l'aspect technique pur et dur dont on va véritablement se rappeler, bien que j'ai encore toutes les séances notées bien évidemment sur mon ordinateur, mais c'est plutôt l'après-séance. Souvent, les après-séances avec lui, c'était des discussions et je me rappelle une des discussions qu'on a pu avoir avec lui et son ami qui est vidéaste. Et donc voilà, il faisait quelques films pour documenter sa réathlétisation. Je trouve que c'était véritablement top parce que lui aussi apprenait le métier de vidéaste, donc c'était véritablement génial. Et on avait eu cette discussion à trois sur l'hygiène de vie, cette notion voilà, sur l'alimentation, sur le sommeil,
comment finalement mettre des choses en place. Et j'avais trouvé ça top parce qu'on avait pris un moment en fin de séance pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour discuter de toutes ces notions-là. Et finalement, à aucun moment, on était sur l'aspect purement football, mais l'aspect relationnel. Et je suis certain, connaissant l'homme, que c'est des choses qu'il a conservées. D'ailleurs, on s'écrit de temps en temps et je sais que ça lui a permis aussi de progresser dans sa vie d'homme et sa vie de sportif. Et finalement, c'est tout ce que je souhaite. C'est que tout ce que je donne aux sportifs, s'il peut en récupérer une partie qui derrière lui sera bénéfique pour sa carrière, c'est top parce que moi, ma carrière actuellement, elle est surtout axée chez les jeunes, principalement entre 16 ans, 17 ans et 25 ans. Donc, c'est des joueurs qui, par la suite, il leur reste du temps, il leur reste du chemin. Et parfois, dans des structures qui n'ont pas les ressources humaines qu'ils ont pu connaître quand ils étaient plus jeunes. Et moi, j'essaye finalement de leur apporter quelque chose, de les éduquer avec les moyens que j'ai, avec les connaissances que j'ai, et d'essayer de les piquer sur certaines choses. Et finalement, c'est pour moi le plus important parce que bien que le travail au quotidien est important, ils ne vont pas m'emporter dans leur valise, mais de comprendre pourquoi ils font ça et d'essayer de le répliquer par la suite, voilà, de les rendre curieux, pour moi, c'est le plus important. Ouais, et c'est hyper intéressant, je trouve, le fait que tu dises que au-delà juste de l'entraînement, ils retiennent des choses, ils retiennent des paroles que tu as pu avoir ou ce genre de choses et qu'ils les répliquent plus tard dans sa carrière. Je trouve que c'est vraiment un plus et je pense c'est ce qui fait peut-être aussi, je pense, un bon préparateur physique, c'est que cet aspect de communication, d'interaction, c'est avant tout quelque chose d'humain, tu vois. Et Ouais, si tu as réussi à l'impacter comme ça et que ça lui serve pour plus tard, je trouve que c'est quelque chose de fort quand même parce que je pense qu'il y a des préparateurs physiques, bon, ils font leur séance, ils partent et puis basta, tu vois. Et cet aspect interaction, je trouve, ça n'a pas de prix et finalement, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un métier passion. Et, mm, ouais, et surtout que c'est des jeunes, quoi, donc qui sont facilement, je veux dire influençables, c'est pas péjoratif, mais tu peux facilement les marquer, clairement. quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est, oui, oui. C'est, comment dire? Oui, c'est ça, d'influencer de manière positive. Positif. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce podcast? Je crois que finalement, dans tout ce que j'ai dit, j'ai pas dit de choses qui sont farfelues ou qui sont compliquées. Donc, moi, j'aime bien cette notion de KISS, de Keep It Stupid and Simple Stupid, que je sais que mon collègue Sofiane Batiki affectionne aussi tout particulièrement. Et de se dire, OK, finalement, restons simples, restons sur des bases parce que c'est ce qui permettra véritablement à nos athlètes de progresser et de ne pas faire des choses trop farfelues, d'aller chercher le haut de la pyramide. Le haut de la pyramide, je crois qu'il est rarement atteignable parce qu'on a rarement le temps de le mettre en place. Et si on a la chance de travailler avec des sportifs qui voilà, s'entraînent énormément et qui ont la place pour travailler ce haut de la pyramide, allons le chercher, mais n'inversons pas la pyramide finalement. Ok, ouais, franchement, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as pu apporter, les conseils, les astuces, les choses à privilégier, à ne pas faire, tout ça. C'était très intéressant. J'espère que les auditeurs auront appris des choses, auront réussi à distinguer un petit peu toutes ces qualités physiques qu'on a pu mettre en avant. Donc, ils pourront te retrouver s'ils veulent te suivre sur Instagram, c'est ça? Ouais, principalement, c'est ce qui centralise le tout sur max.physiosport. Et puis, vous pourrez retrouver aussi, je suis un petit peu sur TikTok, sur YouTube et les podcasts sur le squat de la Ouais. performance.
où j'ai finalement une démarche qui ressemble à la tienne. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir pu être de l'autre côté de la barrière. Et je te remercie de m'avoir donné la parole. Bah, avec grand plaisir. Je mettrai du coup tes liens en description si jamais ils veulent aller voir tes podcasts qui sont aussi très intéressants. Tu as reçu des invités qui s'y connaissent bien aussi, je trouve. Donc, je pense que faut qu'ils aillent voir, faut qu'ils aillent jeter un coup d'œil. Merci. Bah, écoute, je te remercie encore d'être intervenu et je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Force. Allez, ciao, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.